Good evening. Welcome to everyone to this new edition of the Tuesday Night Learning. Bonsoir et bienvenue à tous à cette nouvelle série de Tuesday Night Learning. On behalf of the Sharjah Hamaim, I'm really honored to welcome everyone today for this first lecture in French in the framework of the Tuesday Night Learning. Je m'appelle France Brad, je suis membre du Sharjah Hamaim, membre du board et chair du groupe French Connection qui organise un certain nombre d'activités en français. Nous vous invitons évidemment à participer à tous nos programmes en français puisque nous sommes aussi tous bilingues. Alors, la conférence de ce soir va être préenregistrée et va vous être présentée donc au mois de mai. Et donc, c'est mon plaisir de vous présenter Denis Cohen-Tanouji, qui est aussi membre du CHAR, qui est présent à Montréal et qui est notre organisateur de conférences préférées. À toi, Denis. Oui, merci France. Et je suis effectivement ravi de vous présenter un conférencier pour initier la première intervention en français pour les Tuesday Learnings avec mon ami Brice Couturier que j'ai sollicité pour cette conférence. Je vais brièvement présenter Brice. Brice est un universitaire et un essayiste et un journaliste. Brice a été journaliste sur France Culture pendant une vingtaine d'années. Il a animé, pour certains d'entre vous qui avez vécu en France, vous avez sans doute pu l'écouter de façon quasiment quotidienne, puisqu'il animait Cause commune, consacrée à la vie intellectuelle et politique en Europe, la fameuse émission du grain à moudre, le débat société, puis il a été éditorialiste quotidien dans Les Idées claires ou sur la matinale, et puis il a aussi été dans il est aussi éditorialiste dans d'autres journaux comme Le Point, Franc-Tireur, un nouveau magazine qui est sorti récemment en France, et il collabore aussi très fréquemment en faisant des éditoriaux au Figaro. Alors, Brice est connu pour être un fervent partisan et défenseur des idées de la laïcité et de l'universalisme. Il a écrit un certain nombre de livres récemment, en particulier Macron, un président philosophe, qui est sorti en 2017. Plus récemment, 1969, Année fatidique, qui est sorti en 2019 aux éditions de l'Observatoire. Et puis très récemment, l'an dernier, un livre intitulé « OK Millennial, l'enquête d'un baby-boomer sur les mythes de la génération woke ». Et c'est particulièrement sur ce thème que j'ai pensé à qu'on puisse inviter Brice à faire cette conférence. Nous avons nous-mêmes, pour un certain nombre d'entre nous dans le groupe French Connection qui venons d'Europe, nous avons été interpellés par un certain nombre de phénomènes qui se sont passés récemment au Canada, où par exemple la prix Nobel de la paix Nadia Mourad, qui a été victime des terroristes de l'État islamique Daesh, n'a pas pu faire une intervention dans les réseaux des écoles de Toronto sous prétexte qu'elle aurait pu susciter de l'islamophobie. Nous avons vu aussi qu'un certain nombre de bandes dessinées qui nous sont chères, nous, Français, Belges, comme Tintin, Astérix, Lucky Luke, que ces livres avaient été brûlés dans les réseaux d'écoles francophones de l'Ontario sous prétexte que c'était une atteinte à l'identité des Premières Nations canadiennes. Nous avons aussi été choqués par que la ministre Mariam Monsef qualifie les talibans de frères lors de l'évacuation des forces américaines à Kaboul. Donc, par rapport à cette interpellation, je vais laisser Brice exposer en fait le sujet du wokisme ou des woke. Peut-être qu'il va bien sûr commencer par définir ce que c'est woke, et surtout je l'ai sollicité pour qu'il puisse éventuellement nous dire quelles sont les menaces potentielles que ce mouvement assez récent peut avoir sur les communautés juives en Europe, en France en particulier, mais aussi bien sûr en Amérique du Nord et au Canada, au Québec en particulier.
Voilà, merci Brice pour ton temps et je suis vraiment ravi de t'accueillir aujourd'hui au sein de notre congrégation Shara Shamaïm. Eh bien, merci Denis, merci beaucoup. Je vais commencer par une citation qui va vous étonner, j'espère. Si j'étais juif, je m'inquiéterais de mon insatiable appétit pour la guerre et le meurtre pour se défendre. La légitime défense est sans doute un instinct, mais mon insensibilité croissante à la souffrance des autres me ferait peur. Mon plus grand tourment serait d'avoir mal interprété l'identité fournie par mon histoire et transmué la compassion spirituelle et humaine en une impunité. Voilà ce qu'écrivait Kamau Bob sur son blog en 2007. Et derrière ces tournures alambiquées, vous avez bien entendu la petite musique dont le volume ne cesse de monter. Les Juifs se servent de la Shoah pour justifier les souffrances qu'ils infligent au peuple palestinien, et les victoires militaires d'Israël ont transformé tous les Juifs en d'impitoyables bellicistes, à moins qu'ils ne l'aient toujours et fondamentalement été. Alors, attribuer un instinct de meurtre à un peuple, à une communauté ethnique, quelle qu'elle soit, relève bien évidemment du racisme. En l'occurrence, c'est d'ailleurs renoué, vous l'avez remarqué, avec un très ancien schème antisémite, le juif implacable et cruel, empoisonneur de puits, sacrificateur d'enfants. Mais lorsqu'on apprend que l'auteur de ce texte que je viens de vous citer venait d'être nommé à l'époque, en mai 2021, responsable de la politique de la diversité et de l'inclusion de la société Google, c'est-à-dire en clair qu'il était en charge de la lutte contre le racisme dans cette même société Google, on s'interroge, car Google occupe une place absolument disproportionnée dans notre accès à l'information et au savoir, et c'est encore plus vrai en Amérique du Nord. Et là, ce n'est pas un cas isolé que celui que je viens de vous citer. En novembre de l'année dernière, on découvrait que la curatrice de l'information sur Twitter, chargée, je cite, de sélectionner, éditer et partager l'information sur le Moyen-Orient pour le réseau social Twitter, donc qui s'appelle Fadar Jassem, a mis en ligne un bandeau figurant les drapeaux, donc sur Twitter, figurant les drapeaux de tous les pays de la région qu'elle allait couvrir pour Twitter, le Moyen-Orient. Bizarrement, il en manquait un. Devinez lequel? C'était celui d'Israël. Alors, sur ce, des militants sionistes se sont penchés sur les tweets publiés par cette journaliste et ils ont découvert sa haine militante pour Israël. Dans l'un d'entre eux, en effet, elle écrivait « Israël n'a pas eu proprement parlé de naissance, mais il a été, je cite, largué comme une bombe au milieu de la Palestine. » Et tout s'explique. On se doute du sens dans lequel est désormais orientée l'information sur le Proche-Orient sur Twitter, dont on rappelle là encore qu'il est l'une des sources majeures d'information pour les jeunes Américains. Et c'est ainsi que l'antisémitisme est en train de devenir, bien paradoxalement, vous en conviendrez, un des marqueurs d'une idéologie qui se réclame inclusive et antiraciste. Il faut que l'antiracisme ait sacrément changé de sens, et ce que je vais essayer de vous expliquer tout de suite, c'est que c'est bien le cas. L'antiracisme d'aujourd'hui n'est pas l'antiracisme de Martin Luther King, le mot a changé radicalement de sens. Je précise qu'aucune des deux personnes que je viens de citer n'a été congédiée par les entreprises phares de la Silicon Valley, que sont donc Google et Twitter. Ces entreprises sont en effet acquises à l'idéologie woke et elles la diffusent en permanence. Il est vrai que la diabolisation d'Israël fait désormais partie des marqueurs de cette gauche woke. C'est bien le seul État au monde auquel on dénie ainsi le droit à l'existence. Paradoxalement, vous en conviendrez encore avec moi, l'État qui a servi de refuge aux millions de juifs chassés des pays musulmans du Moyen-Orient est actuellement considéré comme, je cite, la dernière colonie européenne. L'État le plus manifestement multiculturel de la région, Israël, est décrit comme raciste. Des activistes qui militent pour le droit des LGBT semblent ne pas remarquer que Tel Aviv est l'une des capitales les plus gay-friendly du monde, tandis qu'à Gaza, l'homosexualité est considérée comme un crime
passibles de la peine de mort. On a ses pudeurs, on remarque certaines atteintes aux droits des gays et certaines, on ne veut pas les voir. Dans la nouvelle hiérarchie politiquement correcte, vous l'avez vu, les Juifs sont retombés en bas de l'échelle sociale, là où l'extrême droite antisémite les avait toujours situés. Ils sont très généralement de peau blanche, et c'est vraiment le problème. Ils sont plus souvent médecins ou avocats que dealers de drogue. Ils soutiennent majoritairement le droit d'Israël à l'existence, tout en se réservant celui de critiquer son gouvernement. Ils ont l'outrecuidance de remarquer les paroles et les comportements antisémites d'où qu'ils viennent, surtout et pas seulement lorsque ces propos antisémites sont le fait des groupes dominants, mais aussi quand ils sont le fait des groupes marginalisés, une catégorie dont ils ne font plus partie. Et vous remarquerez qu'un certain nombre de crimes ou d'actes antisémites qui sont commis dans un certain nombre de pays, il n'est plus maintenant politiquement correct de citer les auteurs de ces actes s'ils font partie des groupes marginalisés. À ce propos, une parenthèse autour de l'idée d'intersectionnalité qui est au centre de l'idéologie woke. L'idée d'intersectionnalité, c'est l'idée qu'on peut cumuler des causes, des motifs d'exclusion ou de discrimination. Ainsi, une femme noire homosexuelle serait plus discriminée qu'un homme noir hétérosexuel, par exemple. Sur le plan simplement factuel, on relève que c'est une erreur, que dans l'ensemble, par exemple aux États-Unis, les femmes noires américaines de moins de 45 ans ont des revenus tout à fait comparables à celui des femmes blanches américaines, alors que ce n'est pas le cas des noirs américains, des hommes noirs américains. Donc l'idée d'intersectionnalité est fausse. Mais c'est au nom de cette idée d'intersectionnalité qui fait que les Juifs n'appartenant pas aux catégories dites discriminées, alors qu'ils l'ont été quand même pas mal dans le passé, ils n'ont pas droit au statut de victime. Le temps où l'antisémitisme va faire partie bientôt du kit antiraciste woke est proche. Des Juifs ont été molestés, attaqués, battus dans le sillage des manifestations Black Lives Matter aux États-Unis. En mai et juin de l'an dernier, à l'occasion de nouvelles attaques d'Israël par le Hamas, des troubles antisémites importants ont eu lieu au Canada. Ce n'est pas moi qui va vous l'apprendre. Des agents de sécurité ont dû être installés devant les écoles juives de Montréal, comme c'est le cas en France, vous le savez sans doute, depuis l'attentat contre l'école Ozara Torah de Toulouse, où des enfants ont été tués à bout portant et leurs professeurs, le 19 mars 2012. On vient de célébrer, je veux dire plutôt, ce sinistre anniversaire en France ces derniers jours. Les Juifs américains, dont les ancêtres fuyant les persécutions et les pogroms en Europe avaient souvent considéré l'Amérique comme une sorte de substitut de la terre promise, ont longtemps été massivement acquis au Parti démocrate. Ils votaient traditionnellement à gauche de manière très massive et pas seulement depuis le New Deal. Beaucoup de dirigeants et de militants des mouvements des droits civiques dans les années 60 et 70 qui combattaient le racisme aux États-Unis et la discrimination des Noirs étaient juifs. C'est un fait acquis, chacun le sait. Comment en est-on arrivé à cette situation décrite dans son livre par Barry Weiss, que je vous recommande vivement, qui s'appelle « How to Fight Antisemitism », dans laquelle qui explique que dans beaucoup de mouvements de gauche aux États-Unis aujourd'hui, les Juifs doivent cacher leur identité juive. Je le cite, page 100, pour la gauche progressiste américaine, l'État juif lui-même est un projet suprématiste blanc. Elle écrit encore, je la cite, c'est un passage un peu long que je vous traduis. Je précise que ce livre a été traduit en français. Je ne l'ai pas en français, mais je l'avais lu en anglais quand il était sorti immédiatement parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Barry Weiss. Je cite donc cette essayiste qui était, vous savez sans doute, longtemps au New York Times, qui avait été embauchée, elle est jeune, elle avait été embauchée récemment au New York Times, elle est partie en claquant la porte en estimant que ce journal quotidien était complètement acquis à l'idéologie woke. Voilà ce qu'elle écrit. Ils se rendent compte que, les Juifs américains, ils se rendent compte que progressivement, le progressisme leur demande de faire un choix. Est-ce que vous êtes avec les bons ou avec les méchants? Est-ce que vous soutenez les racistes ou leurs victimes? Afin d'être les bienvenus dans un nombre croissant
de groupes progressistes. Vous devez désavouer un certain nombre de choses dont la liste ne cesse de s'allonger. Alors qu'autrefois, il suffisait de critiquer la politique du gouvernement d'Israël, et en particulier le sort des Palestiniens. Maintenant, c'est l'existence même d'Israël qu'il faut dénoncer. Alors qu'autrefois, il fallait expliquer le succès juif en Amérique, à présent, il faut s'en excuser. Des exemples, j'en ai en quantité à vous suggérer. Ainsi, les lesbiennes juives ont été exclues de la Dyke March de Chicago en 2017 parce qu'elles avaient mis une étoile de David sur leur fameux drapeau arc-en-ciel. Par contre, certaines manifestantes de cette même marche homosexuelle avaient arboré un drapeau palestinien, ignorant visiblement que, encore une fois, l'homosexualité est taboue dans la société palestinienne et qu'à Gaza en particulier, elle est punie de la peine de mort. Lors de la Women's March, une des manifestations progressistes les plus importantes qui existent aux États-Unis de manière maintenant traditionnelle, lors de cette Women's March contre le patriarcat et contre Donald Trump, on s'est aperçu, c'était, attendez, je n'ai pas noté la date, mais je crois que c'était en 2019, on s'est aperçu que sur les 3 organisatrices de l'événement, 2 d'entre elles, Tamika Palori, qui est noire et qui est très liée à Nation of Islam, était une antisémite, et elle était liée à l'organisation de Louis Farrakhan, donc, et que Carmen Pérez, qui représentait là les hispanistes, était également liée à Nation of Islam. La 3e organisatrice, elles étaient 3, Linda Sarsour, est une militante gauchiste islamiste et voilée. Donc vous voyez, pour représenter les femmes américaines, il fallait qu'il y ait une noire, une hispaniste et une musulmane. Voilà à quoi réduit en gros l'intersectionnalité. Maintenant, il ne suffit plus d'être une femme militante pour l'égalité des droits avec les femmes. Il faut être une femme noire, une femme hispanique ou une femme arabe pour avoir le droit de manifester pour les droits des femmes de manière générale. Pourquoi ? Ça fait partie de ce que je voudrais vous expliquer maintenant, c'est que la politique à gauche, en tous les cas aux États-Unis, est devenue identitaire et à mes yeux, c'est une catastrophe. En effet, la clôture, alors là, j'ai un très bon bouquin aussi que je voudrais vous signaler, parce qu'il est écrit par un jeune philosophe français qui enseigne aux États-Unis, et c'est un très bon livre, il s'appelle « La dictature des identités », et je vais en citer un tout petit extrait, parce que c'est vraiment très bien. Donc, Laurent Dubreuil définit ainsi la politique des identités, je cite, « c'est la clôture de chacune et chacun dans la tour des chagrins ». On ne peut pas dire mieux pour ce jeune qui enseigne donc à l'université de Cornell aux États-Unis. La politique des identités, en effet, c'est… Alors, un autre livre à signaler très intéressant, c'est celui de l'américain Mark Lilla, qui est sorti en français il y a déjà 2 ans chez Stock, s'appelle « La gauche identitaire, l'Amérique en miettes » et qui explique comment la gauche américaine, le Parti démocrate en particulier, enfin donc le Parti démocrate, a perdu, à son avis, les élections contre Trump en 2017 parce qu'il s'était enferré dans cette politique des identités. En gros, la politique de la gauche aux États-Unis, comme dans la plupart des démocraties occidentales, visait la citoyenneté, prenait en compte la citoyenneté et visait le bien commun. La politique des identités, c'est donc enfermer chacun dans une entité ethnique, religieuse, raciale. Donc, on voit ressurgir l'idée de race c'est pour ça que moi j'ai écrit ce bouquin contre les, je vais le montrer, le bouquin contre les woke. J'ai écrit ce bouquin parce que moi j'ai fait partie de ces générations de l'après 68 qui ont combattu le racisme sur la base d'une idée d'universalisme, d'une idée d'égalité des droits. Maintenant, on a affaire à un nouvel antiracisme, je le disais en préambule à cette causerie, un nouvel antiracisme qui ne combat pas le racisme en tant que tel, mais qui, quelque part, le réhabilite et exige des droits spécifiques en fonction de l'appartenance à une identité, à une collectivité, à une communauté qui prétend, avec parfois raison, avoir été discriminée dans le passé. Mais il y a un nouveau sens du mot antiracisme et racisme qui est ce qu'on appelle maintenant le racisme systémique.
Le racisme systémique remplace l'idée de justice sociale par l'idée d'équité sociale. Et dans ce schéma, qui est celui des nouveaux antiracistes américains, il s'agit de comparer les résultats obtenus globalement, collectivement, par chacune des communautés se réclamant de cette politique des identités et de voir quelles sont celles qui n'ont pas les mêmes meilleurs résultats que les autres. C'est proprement stupéfiant. Donc, c'est une espèce de perversion de l'idée d'affirmative action qui fait que si les Noirs n'ont pas exactement les mêmes résultats dans les universités que les Blancs par rapport à leur quota, il faut augmenter leurs notes pour qu'ils puissent être à égalité. C'est évidemment absurde parce que des tas d'exemples nous montrent que, par exemple, les Noirs américains sont bien meilleurs en basket que les Blancs. Ils sont bien plus nombreux à être inscrits dans les clubs sportifs de basket. Par contre, il y a beaucoup plus de Blancs que de Noirs qui jouent au baseball. Ben voilà, ça fait partie de la culture des Noirs que de jouer au volleyball, et ça fait partie de la culture des Blancs de jouer au baseball, et il n'y a pas de racisme là-dedans, et on ne peut pas réévaluer les performances des athlètes blancs en basket sous prétexte qu'ils sont moins bons que les athlètes noirs. Mais enfin, on est rentré dans cette idée du racisme systémique, et c'est une absurdité. Ce que je montre dans mon livre, c'est que tout ça a été entretenu au départ, alimenté par les universités américaines et par ce qu'on appelle les cultural studies. Quand on a vu en effet arriver les women's studies, c'était une bonne idée que de réévaluer les auteurs femmes par rapport aux auteurs hommes. Effectivement, on n'en avait pas suffisamment au programme et on s'aperçoit qu'on y perdait beaucoup. Les Black Studies aussi, c'était une bonne idée au départ que de montrer qu'effectivement, chez les Noirs américains, enfin chez les Noirs tout court, il y avait des auteurs qui avaient été longtemps ignorés et qui méritaient d'être découverts, redécouverts. Mais quand ces départements de Cultural Studies sont devenus ce qu'on appelle maintenant des Grievance Studies, c'est-à-dire la sociologue, excellente sociologue française Nathalie Heinisch, appelle ça des études géniardes. J'aime beaucoup l'idée des études géniardes. C'est par ces études, on cherche en fait à acquérir du pouvoir pour sa communauté en brandissant, je le disais tout à l'heure, les discriminations ou les injustices dont on a souffert dans le passé. Et ça aussi, ça fait partie de la Critical Race Theory. Ces discriminations subies dans le passé continueraient sourdement à exister dans le présent. Et c'est tout l'objet de la Critical Race Theory que de montrer qu'en réalité, alors, vous voyez, pour les gens de ma génération qui ont combattu, je dirais, dans les rangs de Martin Luther King contre le racisme, s'entendre dire qu'il n'y a rien de changé, que la situation des Noirs américains est la même aujourd'hui qu'elle était dans les années 60, non seulement c'est une absurdité sur le plan des faits, il suffit de connaître un peu la société américaine ou d'avoir les chiffres concernant la réussite de la communauté noire aux États-Unis ces dernières années, non seulement c'est une injustice, mais c'est une façon de nier tout le travail qu'on a pu faire, nous les antiracistes des années 60 et 70, pour combattre le racisme effectif, celui qui faisait qu'il y avait dans les autobus encore du sud des États-Unis dans les années 60, les Noirs devaient s'asseoir au fond et les Blancs restaient devant, où il y avait des toilettes pour les Blancs et des toilettes pour les Noirs. Ça, c'était du racisme. Nous expliquer que sous prétexte qu'il y a moins de docteurs en économie noire que blancs par rapport à leur contingent et qu'il faudrait remonter leurs notes pour qu'il y en ait davantage, c'est juste une absurdité. Dans ce cadre, celui donc de la Critical Race Theory, dans ce cadre, il y a une concurrence des victimes. Et là, dès les années 80, dès les années 1980, cette concurrence des victimes a été très défavorable aux Juifs, à cause de l'effet à retardement, je dirais, de la prise de conscience de la Shoah, qui a eu lieu, souvenons-nous, dans les années 60-70. On en parlait très très peu en Europe, pas beaucoup plus aux États-Unis jusque-là. À ce moment-là, on a pris conscience que les Juifs ont été, pendant la Deuxième Guerre mondiale, le peuple le plus persécuté et le plus discriminé d'Europe. Or, c'est devenu un titre dangereux que de nombreux militants noirs, en particulier, se sont mis à disputer comme une espèce de privilège, d'où toutes les légendes qui ont commencé à abonder chez certains nationalistes noirs américains, du fait que, soi-disant, les Juifs avaient été à l'origine de l'esclavage.
ce qui est évidemment totalement délirant. Vous le savez mieux que nous. Pour revenir sur l'idéologie woke, parce que c'est l'objet principal de cette causerie, l'idéologie woke, Denis Cohen-Tanuji me demandait d'où ça sort. Bon, chacun se sait que en fait, woke, ça veut donc dire éveillé, qui a pris conscience qui a pris conscience des discriminations frappant principalement les Noirs, puisque c'est dans la communauté noire qu'on utilise ce mot woke, ce participe passé qui n'est pas tout à fait correct, il fait partie du langage noir de la rue aux États-Unis. Moi, je traduis woke, traduire woke par éveillé, comme on le fait généralement, parce que ça vient de awake, évidemment. Moi, je ne suis pas complètement d'accord avec cette traduction. Je pense que woke, il faudrait plutôt le traduire par en éveil, au sens où ça implique une espèce d'idée de vigilance, comme on parlait de la vigilance révolutionnaire. Vous savez, dans notre Révolution française de 1989, on disait les contre-révolutionnaires ne dorment jamais, donc les révolutionnaires aussi doivent rester en permanence en éveil. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut traduire par éveillé et en éveil le mot woke. Ce mot woke, il traduit surtout une forme de suspicion à l'égard de la majorité et il nous entraîne, avec la politique des identités, vers un démembrement de nos sociétés, un éclatement de nos sociétés qui ne reconnaissent plus l'égalité entre les citoyens, mais qui favorisent, pour des raisons liées à des rapports de pouvoir en réalité entre les communautés, qui favorisent les communautés qui ont acquis davantage de pouvoir au détriment des autres. C'est cette idéologie woke, à mon avis, c'est assez grave parce que dans l'idéal démocratique qui est celui de l'Amérique du Nord et de l'Europe tout court, l'idée est qu'il y a des idéologies, qu'elles peuvent s'affronter, que ces idéologies peuvent recouvrir des intérêts économiques et sociaux. Bien entendu, la gauche était plutôt favorable aux intérêts des salariés et des pauvres de manière générale, parce qu'elle augmentait les budgets sociaux. La droite était plutôt favorable aux professions libérales et aux gens les plus riches. Mais la démocratie repose sur un deal, sur le passage de compromis entre ces différents intérêts. Et la démocratie nécessite que les intérêts en présence puissent être négociés de manière démocratique et transparente. Alors que l'idéologie woke, la politique des identités qui va avec, bloque le processus démocratique parce que les identités ne sont pas négociables. Si vous dites je suis noir, je suis homosexuel, je suis juif, on ne peut pas dire eh ben non, vous allez l'être un peu moins. On est juif ou on ne l'est pas, on est noir ou on ne l'est pas. On peut pas. Par contre, si on est un peu riche, on peut être aussi un peu pauvre, on peut avoir été riche un jour et ne plus l'être le lendemain. Ça, c'est négociable, ça ne fait pas partie de l'identité au sens où ça vous déterminerait de manière absolue et totale. Par contre, se définir uniquement, principalement et politiquement et culturellement à travers ce type d'identité-là enferme le débat démocratique de manière effrayante parce que la négociation n'est plus possible. Or, encore une fois, la démocratie repose sur notre capacité réciproque à discuter de nos intérêts réciproques, sur le compromis et sur le deal. Encore une fois, c'est pour ça que moi je combats cette idéologie, parce qu'elle me semble introduire au sein de nos démocraties des ferments de division gravissimes. On voit bien à quel point nos ennemis, Poutine, la Chine, sur les réseaux sociaux, poussent ces idéologies, poussent la division au sein de nos sociétés pour les démembrer, poussent le manque de confiance, la méfiance envers nos institutions pour miner ces institutions. Moi, pour en venir un peu à l'actualité du moment, j'estime que l'Occident, de manière générale, est en guerre contre les régimes autoritaires, dictatoriaux, totalitaires, illibéraux, appelez-les comme vous voudrez, et que ces sociétés, les nôtres, elles doivent aujourd'hui faire preuve de cohérence, de force, de solidité interne pour affronter le monde qui nous attend. That's all, folks.
Merci beaucoup, Brice, pour cette mise en éveil et ces alertes que tu nous donnes avec beaucoup d'acuité. J'aurais envie de poser peut-être quelques questions pour compléter ton exposé, pour enrichir cette causerie, comme tu aimes à dire. J'aime bien le mot. À partir de ce constat effectivement assez inquiétant, quels pourraient être selon toi les moyens de faire face à ça? Est-ce que c'est, comme tu fais, d'écrire des livres, de faire des conférences pour nous alerter le public, alerter éventuellement les leaders d'opinion, les politiques? Comment vois-tu les choses, que ce soit en France ou éventuellement, et peut-être que tu le vois bien sûr de façon plus lointaine, aux États-Unis, au Canada, où nous nous trouvons? C'est pas facile de répondre parce qu'effectivement, nous sommes dans une situation dangereuse. Je pense que l'essentiel, c'est de faire prendre conscience aux gens de gauche en particulier que la gauche d'aujourd'hui, la gauche woke, n'est pas fidèle à leurs idéaux. C'est toujours facile quand on dit qu'on est antiraciste. Qui n'est pas antiraciste? C'est comme pour être pour la paix, qui est pour la guerre. Personne de raisonnable n'est pour la guerre et personne de vertueux, d'intelligent, de raisonnable n'est pour le racisme. Mais les gens ne comprennent pas que l'antiracisme a changé de sens. Et ce que je pense qu'il est nécessaire de faire aujourd'hui, c'est de faire comprendre à la majorité des gens que l'antiracisme que défendent les woke non seulement n'est pas un antiracisme, mais que quelque part, il est une forme de racisme. John McWhorter, qui est un jeune et très brillant linguiste noir, vient de publier, enfin il y a quelques mois, un bouquin qui s'appelle Woke Racism, et dans lequel il explique qu'à son avis, les woke, qui se prétendent les plus radicaux des militants antiracistes, sont en fait profondément racistes eux-mêmes. D'où d'ailleurs le paternalisme extravagant de certains de ces jeunes blancs à l'égard des Noirs. S'ils les considéraient réellement comme leurs égaux, ils n'auraient pas tendance en permanence à vouloir rehausser leur situation, à les défendre comme s'ils étaient incapables de le faire eux-mêmes. Ce dont il faut prendre conscience, c'est ça. C'est l'idée que, c'est le fait, pas l'idée, le fait que l'antiracisme a changé de sens. Et alors, en ce qui nous concerne, nous en Europe et surtout en France, où la notion de race était non seulement peu utilisée, mais bannie de notre vocabulaire, bannie de notre constitution. L'idée même qu'on puisse diviser les humains à partir de catégories raciales comme on le fait pour les chiens, pour un Français, c'est une idée absolument révoltante. Or, voilà que dans l'université française, qui se met à l'école de l'université américaine, on entend maintenant parler, et on n'entend pas, ça devient une musique assourdissante. Tout doit être étudié en vertu du genre, de l'orientation sexuelle, de la race et de la religion. Énormément d'études sont faites à partir et de thèses et de masters sont faits sur l'idée de gendering ou de racialization importée des États-Unis. Et à mon sens, c'est une catastrophe. La culture est elle est universelle ou elle n'est pas. Je ne crois pas qu'il y ait une culture noire, une culture blanche ou une culture jaune. C'est des idées qui datent du 19e siècle et je suis terrifié de les voir revenir. Il faudrait aussi comprendre que ces idéologies particularistes ne sont pas si nouvelles que ça. Elles sont présentées aujourd'hui comme une espèce de révolution intellectuelle qui nous vient des États-Unis en plus, donc c'est particulièrement chic en France. Mais en réalité, quand on connaît un peu les débats qui ont eu lieu entre le romantisme et les Lumières au début du 19e siècle et d'ailleurs tout au long du 19e siècle dans nos pays d'Europe, on comprend bien que c'est une vieille histoire qu'on nous refourgue. Le romantisme politique, en effet, pour lutter contre les Lumières françaises,
qui s'était traduite par les armées révolutionnaires et celle de Napoléon, le romantisme allemand en particulier s'appuyait sur une forme de valorisation du particulier ethnique, du particulier culturel, du particulier historique aussi, pour dire que il y avait, vous savez, la fameuse phrase j'oublie son nom. Ouais, le bouquin n'est pas loin, je le retrouve. Enfin bon, la phrase elle, célèbre, c'est je connais des hommes russes, je connais des hommes allemands, je connais des hommes français, mais l'homme en tant que tel, je n'ai jamais rencontré. Je ne sais plus qui disait ça, mais enfin, c'est un type de droite en tous les cas. et effectivement, les lumières sont. Je pense que ce qu'il faut maintenant, c'est réhabiliter les lumières. Rallumer, comme je dis souvent, rallumer les lumières, parce qu'elles sont sacrément en train de s'éteindre. Et comment dire, le truc troublant, le fait troublant, c'est que ces lumières, elles sont en train d'être éteintes par une partie de la gauche. Quand on voit qu'en France, maintenant, l'idée de laïcité est passée à droite, c'est quand même un sacré paradoxe quand on pense que pendant très longtemps, la droite française était une droite cléricale, catholique et cléricale. Aujourd'hui, on voit le thème de la laïcité passer de gauche à droite, et quelque part, c'est pour un homme de gauche comme moi, c'est assez révoltant. Peut-être justement pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Brice, et pour nous ramener peut-être un tout petit peu plus vers l'Amérique du Nord, vers les États-Unis en particulier, comment vois-tu en fait l'aspect presque dialectique qu'il y a entre l'émergence de cette pensée woke dans une partie, et heureusement qu'une partie de la gauche américaine, et la montée du Trumpiste, qui serait un peu peut-être la contraposée woke du Parti républicain, qui, on espère, n'a pas non plus, j'espère, contaminé tout le Parti républicain. Comment vois-tu cette dialectique finalement entre ces deux mouvements? Ah oui, c'est une dialectique. Et il était évident que, il faut voir qu'en réalité, l'idéologie woke au sein du Parti démocrate américain elle-même, c'est pour ça que j'ai fait sur un thème un peu générationnel mon bouquin, elle ne concerne en réalité que les moins de 40 ans. Ceux qui sont passés par ces études géniardes, ces cultural studies américaines, parce que maintenant la plupart, une majorité ou quasiment majorité des jeunes américains passent par le college. Donc pour la génération précédente, ça n'existe pas vraiment. Donc en réalité, au sein même du Parti démocrate, les woke sont minoritaires. D'ailleurs, on l'a bien vu, c'est pour ça qu'ils ont choisi Joe Biden, qui, le moins qu'on peut dire, c'est qu'il est ni millennial, ni woke. Mais vous avez tous ce qu'on appelle les progressives, cette gauche progressiste américaine, qui, elle, est très contaminée par les woke. Or, cette gauche fait peur, évidemment, à la majorité, à l'Amérique profonde, celle des petites villes et des exurbs. Elle n'est pas du tout populaire en réalité, cette gauche. Elle est populaire que dans une jeune génération de militants très très branchés, cherchant à expier leurs privilèges blancs, etc. Et par ces excès, cette minorité d'activistes dites progressives a évidemment heurté profondément la majorité silencieuse, comme on les appelait dans les années 70 avec Nixon, des Américains. Or, Donald Trump s'est présenté quelque part à la fois comme celui qui allait résister à cette vague woke et en même temps comme, comme on a dit, le premier président blanc. Il y en avait beaucoup d'autres avant, mais il ne se présentait pas comme blanc. Or, Trump, lui, il assume quelque part cette politique des identités. Or, l'identité, c'est pour ça aussi que c'est très, très stupide d'avoir, comme on le dit souvent, d'avoir mis en avant l'identité ethnique, raciale, ou comme on le fait aux États-Unis à gauche, c'est que simplement les Blancs sont majoritaires encore jusqu'à preuve du contraire aux États-Unis. Donc, si on dit aux gens que s'ils sont noirs, ils doivent absolument voter démocrate, s'ils sont hispaniques, ils doivent absolument voter démocrate, ce qu'ils ne font pas d'ailleurs, puisqu'on a vu qu'en Floride en particulier, les républicains étaient pas si mal partis que ça. Parce que quand on vient de Cuba, c'est pas exactement pareil que quand on vient du Mexique. Mais bon, c'est un aspect des choses. Mais quand on agite une forme de déterminisme ethnique dans la manière de voter, eh bien, on pousse un certain nombre de blancs
à se réfugier derrière un candidat qui se présente manifestement lui-même comme un candidat blanc. Encore une fois, Obama ne s'est pas présenté comme le candidat des Noirs, sinon il n'aurait jamais été élu, puisque les Noirs ne représentent que 12% de la population aux États-Unis. Obama était un président universaliste qui voulait mettre fin à cette folie. Entre parenthèses, je signale à tous ceux qui me disent, comme c'est fréquent, que le mot woke est un mot utilisé uniquement par l'extrême droite aux États-Unis. Je rappelle que c'est un mot qu'utilise Barack Obama pour le critiquer. Alors, il y a des vidéos fameuses qui tournent sur Internet, cherchez-les, où Obama met en garde ces jeunes militants de son propre think tank contre le wokisme en leur disant que certes, aujourd'hui, ils ont l'air assez contaminés par l'idéologie, mais que heureusement, ça leur passera. J'aime bien l'idée. Alors pour revenir aussi sur l'aspect qui était contenu dans le titre de la causerie, là, sur l'impact du wokisme sur les communautés juives, tu as beaucoup parlé dans ton introduction de finalement le prisme du conflit israélo-palestinien comme un des moteurs, un des carburants de cette pensée, où on peut retrouver sans doute le mouvement BDS, boycott des investissements et sanction. Il y a d'autres phénomènes, et alors je ne sais pas si tu es un fin connaisseur ou pas, et donc tu peux botter en touche si tu n'as pas les éléments, mais je voulais quand même t'interroger sur, il y a quand même d'autres phénomènes qu'on observe en Amérique du Nord, qu'on n'observe pas vraiment en France, mais ce que j'ai pu observer sur les réseaux sociaux, dans la presse nord-américaine, qu'un certain nombre de mouvements juifs se placent, alors sans doute très minoritaire, et donc ça peut-être c'est symptomatique de ce que tu disais, mais un mouvement comme If Not Now, je ne sais pas si vous le connaissez, ou Jewish Voice for Peace, peuvent alors sans doute sont très minoritaires, mais peuvent avoir une approche qui est complètement dans la déconstruction de leur identité, et ne se voir que ne voir leur identité juive que dans la faculté à critiquer Israël. Et donc, je ne sais pas si tu as pu observer ces phénomènes, qui sont sans doute, à mon avis, encore très minoritaires, mais j'avais vu un article qui m'avait extrêmement surpris et même effrayé, d'une communauté juive à Chicago, faisant partie de ce mouvement woke, qui faisait un seder de Pessah, mais le récit du seder de Pessah était uniquement en fait, où on substituait les Hébreux par des Palestiniens. Est-ce que tu as pu observer ce genre de phénomène, ou tu t'es pas intéressé suffisamment à ça? C'est ce que dénonce Barry Weiss. Maintenant, pour faire partie de la gauche, il faut commencer par… Avant, il fallait commencer… Quand on est juif et qu'on veut faire partie de la gauche américaine militante, il fallait commencer par critiquer le gouvernement israélien pour s'en distinguer. Maintenant, il faut carrément dire qu'Israël n'a pas droit à l'existence. Donc, le seuil d'exigence pour avoir le droit pour un juif de faire partie de la gauche américaine devient de plus en plus élevé. C'est très inquiétant, bien entendu. Bon, il y a toujours eu, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, chez les juifs, une certaine haine de soi. Elle peut se traduire de cette manière-là ou par d'autres. Moi, je l'interprète vraiment dans les termes de la haine de soi, et puis évidemment de la contamination des jeunes juifs, enfin de certains jeunes juifs, par le militantisme woke. C'est très difficile quand on est étudiant aujourd'hui dans une université américaine d'être juif. Je l'ai vu parce qu'il y a longtemps déjà, j'avais fait un tour comme ça à Berkeley et j'étais tombé sur des juifs qui avaient un petit stand et j'aurais dit « Ah, ça va ?» Ils me disent « Non, ça va pas du tout, c'est très dur pour nous en ce moment. » Et c'était dans les années, mon Dieu, il y a fort longtemps, je ne sais pas, il y a 25 ans. Et je pense que depuis, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne s'est pas arrangé. Non, c'est une façon de se faire accepter. C'est ça qui est terrible. C'est une façon de se faire accepter. C'est montrer patte blanche en disant que non, on n'a rien à voir avec Israël. Non seulement on n'a rien à voir, mais qu'on déplore absolument l'existence de cet État. Enfin, évidemment, quand on rentre chez soi, chez ses parents, on doit avoir un autre langage, je l'espère en tous les cas. Mais que ce soit maintenant comment dire, une condition sine qua non pour être accepté par ses condisciples sur le campus, je trouve ça assez effrayant, honnêtement, quoi. Encore une fois, enfin, je viens de le dire, mais je vais le répéter, mais
Ces gens se revendiquent du multiculturalisme et de la tolérance envers les minorités sexuelles en particulier. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'au Moyen-Orient aujourd'hui, la tolérance envers les minorités sexuelles, elle n'est pas évidente, elle n'est pas très répandue, mais que par contre, elle existe quelque part et c'est en Israël. Mais bizarrement, c'est un élément qui est mal perçu, bizarrement. Peut-être une dernière question, justement, peut-être sur les inspirations ou les influences religieuses du wokisme. J'ai pu t'écouter en préparant cette causerie que tu faisais un lien entre le protestantisme anglo-saxon, donc en Amérique du Nord et au Canada, en Grande-Bretagne, en Australie, Nouvelle-Zélande, avec le wokisme, et tu faisais le constat qu'il y avait sans doute un lien entre la baisse de l'appartenance religieuse, de la foi dans le monde anglo-saxon qui s'accélère ces dernières années, et justement la montée en puissance du wokisme. Est-ce que tu pourrais éventuellement développer ça? Oui, alors je ne suis pas tout seul. Il y a deux, trois sociologues dont je ne me souviens plus le nom, je perds la mémoire, mais qui ont étudié ça. Il y a même un bouquin entier sur le sujet. Quand on voit certaines manifestations de blancs, de jeunes militants blancs progressistes en marge de Black Lives Matter, on voit des choses extraordinaires comme le fait de mettre le genou en terre. On voit des processions à la bougie nocturne pour soutenir la cause des Noirs en lutte contre l'État policier, le racisme policier des États-Unis. On voit, il y a eu un cas extraordinaire et limite, à mon avis, où des Noirs qui passaient dans la rue se sont vus enlever leurs chaussures et laver les pieds par des Blancs repentants pour le racisme et l'esclavage du XVIIIe siècle. Formidable, mais on ne peut pas ne pas voir que ces manifestations rituelles, le genou en terre, les bougies, laver les pieds, sont manifestement inspirées par le christianisme. Mais quelque part, il y a un caractère encore plus fondamentalement chrétien, à mon avis, dans le mouvement woke, c'est l'idée du péché originel. Le péché, vous savez, c'est Chesterton qui disait, quand les gens cessent de croire en Dieu, ils ne croient pas en rien, ils se mettent à croire en n'importe quoi. Et on voit bien que le christianisme est en train de refluer, la croyance religieuse est en train de refluer en Amérique du Nord après avoir reflué également en Europe avec un certain temps de retard. Mais j'ai quelques chiffres qui montrent qu'effectivement, le recul de la religiosité en Amérique du Nord est extrêmement rapide et extrêmement profond. Et je pense que quelque part, l'idéologie woke sert de substitut en réalité à la pratique religieuse pour un certain nombre de gens. Et encore une fois, à cette idée du péché originel qui est profondément chrétien, l'idée que à la naissance même, chaque homme naît avec le poids de la faute originelle de son ancêtre lointain qui a été chassé du paradis terrestre parce qu'il avait voulu goûter aux fruits de la connaissance. Et je pense que quelque part, le péché originel est réinvesti dans le fait de ce qu'on appelle maintenant le privilège blanc. Être blanc, quelque part, c'est être coupable de naissance. Le problème des Juifs, c'est que dans l'ensemble, ils sont blancs aussi. Il y a un bouquin, je me souviens, je ne l'ai pas lu, mais j'ai vu qu'il y avait un bouquin qui s'appelait Are the Jews White? Oui, pas tous, hein. Il y a aussi quand même les Juifs d'Éthiopie qui ne sont pas tout à fait blancs. Mais enfin, dans l'ensemble, les Juifs d'Amérique du Nord sont blancs. Voilà, ils ont été aussi, pas dire qu'ils ont été toujours du bon côté de la lutte des classes ou disons du pouvoir, ça me paraît quelque peu exagéré quand on connaît le fait qu'il n'y a pas si longtemps, entre les deux guerres, il y avait des quotas d'admission des Juifs dans certaines grandes universités américaines et qu'ils étaient bannis de la plupart des clubs de la haute société en tant que Juifs. Donc, penser qu'ils ont toujours été du côté du pouvoir, c'est assez gonflé. Mais enfin, maintenant, c'est la légende. Simplement, je pense, parce qu'effectivement, les Juifs aux États-Unis, en Amérique du Nord de manière générale, ont assez bien réussi, parce qu'ils ont cru, ça aussi, ils ont soutenu le système américain, ils y ont cru, et ils l'ont vu encore une fois comme une terre promise de substitution, et ils s'y sont profondément engagés politiquement, socialement, économiquement. Ils ont joué un rôle très important dans la Deuxième Guerre mondiale en particulier. Ils ont joué un rôle très important au sein des élites américaines.
et maintenant, quelque part, ça se retourne contre eux, si vous voulez. Cette réussite des Juifs aux États-Unis se retourne contre eux. Parce que quelque part, ce que détestent les woke, c'est précisément la réussite. Et à mon avis, ça fait partie aussi de ce qu'il y a de plus négatif dans l'idéologie woke. Comment dire, l'esprit libéral est bâti sur l'idée que c'est l'idée américaine elle-même, c'est que c'est une terre d'opportunité et que quand on travaille dur, qu'on prend sur soi, qu'on fait des études maintenant, parce que c'est une méritocratie, et Dieu sait si les Juifs ont investi largement leurs enfants dans les études supérieures, quand on fait des études, quand on travaille dur, on réussit. Et quelque part maintenant, l'idéologie woke vous dit que vous savez que même l'idée de travailler dur, c'est dénoncé par les pédagogues nouveau style woke comme une idée blanche. Travailler dur, c'est une idée blanche. Il faut rompre avec cette idée-là. Ben non, je pense moi que les Noirs qui ont bien réussi aux États-Unis ces dernières années, c'est ceux qui ont travaillé dur précisément. Ils ont même, comme ils le disent souvent, travaillé plus dur que les autres. Parce ils souffraient effectivement d'un handicap de départ social, d'un préjugé. Donc non, travailler dur, c'est une bonne chose. Et les Juifs sont connus pour avoir travaillé dur. Voilà. Merci, merci Brice. Je ne sais pas, France, on a peut-être épuisé le temps ou pas, je ne sais pas, je te pose la question. Non, je pense que si tu as une dernière question, tu peux y aller, mais sinon… Oui, alors j'avais un commentaire pour abonder dans le sens de ce que venait de dire Brice, et puis peut-être une toute dernière question un peu plus québécoise, centrée sur le Québec. Non, c'est pour te dire que je sais pas, tu as sans doute, c'est pour compléter un commentaire, pour compléter ton propos, tu as sans doute vu l'épisode et la polémique qu'il y a eu après que Whoopi Goldberg avait qualifié en fait la Shoah, l'Holocauste, comme on dit en anglais, la Shoah comme étant quelque chose qui n'avait rien à voir avec le racisme. Donc ça illustre assez bien ce que tu dis. Alors elle s'est excusée, elle est revenue sur ses propos, donc il faut clore le débat, mais c'était plus pour illustrer. Non, j'avais une toute dernière question, et je ne sais pas si tu suis l'actualité québécoise et canadienne, et sur un sujet qui divise d'ailleurs beaucoup notre propre communauté au char, parce que j'ai pu en faire l'expérience, mais je ne sais pas si tu as suivi, il y a une loi qui a été donc votée au Québec, la loi 101, qui institue une sorte de laïcité à la française pour les fonctionnaires en situation d'autorité, qui interdit tout signe d'appartenance religieuse et ostentatoire, on va dire. Et cette loi a été jugée par le Canada anglophone surtout, mais une partie des Québécois également, comme étant une loi raciste. Alors il y a même le maire d'une commune, d'un arrondissement de Montréal, d'Amstead, qui a qualifié cette loi de nettoyage ethnique. C'était pour te dire que j'ai senti qu'il y avait eu quand même un prisme un peu woke justement dans l'interprétation de cette loi, qui est tout à fait critiquable dans un débat politique et démocratique. Je ne sais pas si tu as suivi ce fait-là, ce débat-là, et si tu pouvais le commenter. Bon, justement, dans Franc-Tireur, j'avais fait un article sur la sortie de Whoopi Goldberg en disant que c'était extraordinairement révélateur, effectivement. Surtout, comme tu viens de le dire, c'est pas la pire. Elle n'a pas choisi ce nom Goldberg tout à fait par hasard. Donc, elle a toujours été connue comme quelqu'un de très favorable aux intérêts juifs et pas du tout antisémite. Mais c'est extraordinaire d'arriver, pour la première partie de ta question, d'arriver à dire que la Shoah n'a rien à voir avec le racisme. Mais ça montre qu'effectivement, le racisme a changé de sens. Ça va dans le sens, ça confirme bien ce que je disais tout à l'heure, que le racisme a changé de sens. Aujourd'hui, il ne concerne plus, visiblement, l'antisémitisme ne fait plus partie du racisme. Ça part, bon, parce que c'est entre blancs. Quand les blancs s'entre-massacrent, quelque part, c'est pas du racisme. Ce que c'est, on ne sait pas, mais ça rentre plus dans le cadre. Alors maintenant, pour la deuxième partie sur la loi 101, oui, j'ai regardé ça, évidemment. Nous, en France, on s'est pas mal félicité de voir que le Québec était sur une ligne assez voisine de la France là-dessus. Mais encore une fois, le Québec est dans une situation très particulière au Canada, parce qu'en réalité, le Canada, dans sa version multiculturaliste, aurait pu reconnaître l'identité francophone québécoise comme dans le cadre du multiculturalisme, c'était présenté comme ça, mais quand on voit quelle est la politique de Ottawa par rapport au Québec, on comprend assez vite qu'il s'agit en réalité de noyer
ce particularisme francophone sous un flot multiculturel anglophone, et qu'en réalité, ce particularisme francophone est très mal supporté par Ottawa. Et évidemment, j'imagine qu'on interprète cette loi 101 défendant la laïcité et donc l'impartialité des fonctionnaires comme étant inspirée par la laïcité à la française. Moi, à ce propos-là, je dis toujours la même chose. Quand le postier m'apporte mon courrier, je souhaite qu'il ne manifeste pas ses opinions politiques ni religieuses. Or, pour moi, les opinions religieuses sont du même ordre que les opinions politiques, parce que s'il est de gauche et que je suis abonné à un journal de droite, il pourrait le jeter à la poubelle avant de me le délivrer. Et s'il est de droite et que j'achète un journal et que je suis abonné à un journal de gauche, il pourrait faire la même chose. Donc, quelque part, il est très souhaitable que les fonctionnaires n'affichent en aucune manière leurs préférences, parce que si j'ai affaire à un juge qui affiche son appartenance, disons, musulmane, et que je suis dans un conflit et qui doit juger d'un conflit qui m'oppose à un compatriote musulman, je n'aurai aucune confiance dans ce juge parce que je penserai qu'il est de parti pris et qu'il va rendre un jugement qui me sera défavorable. Donc, il est très important, en effet, que les fonctionnaires n'affichent pas, fassent abstraction de leurs préférences politiques, religieuses et ethniques quand ils ont à rendre un service public, car ce service public doit être rendu de manière égale, équitable envers chacun. Merci Brice. Je te remercie vraiment beaucoup. Je vais peut-être laisser France conclure. Et une chose est sûre, c'est qu'on aurait vraiment d'abord aimé t'avoir en chair et en os à Montréal, mais c'est peut-être que partie remise. Mais en tout cas, j'y travaille pour qu'avec France et peut-être d'autres institutions ici à Montréal, on puisse t'inviter pour avoir une discussion plus riche, plus interactive, parce que malheureusement, là, l'audience te verra en différé et ne pourra pas te poser de questions en direct. Merci. France ? Merci beaucoup à tous les deux pour cette discussion vraiment intéressante. C'est vrai que ça nous fait très peur et qu'il va falloir que nos enfants soient bien alertés de tout ce qui les attend pour lutter contre le nouvel antisémitisme qui arrive. Mais restons optimistes, les Juifs ont toujours su rebondir et toujours trouver des solutions. Donc, on espère que ce sera encore le cas. Merci beaucoup, c'était vraiment extraordinaire de vous avoir. On pourrait encore parler très longtemps, évidemment, mais on a des contraintes de temps. On essayera de réorganiser quelque chose prochainement. Merci beaucoup, Denis, de nous avoir organisé tout ça et puis d'avoir interviewé Brice. C'était vraiment parfait. Thank you everyone for following us today, and we welcome you for the next session of the Tuesday Night Learning in Life at the Shar Shamaim, and for the subsequent sessions in French if you love this one. Merci beaucoup, au revoir à tout le monde, à bientôt. Goodbye. Au revoir. See you soon. Bye bye. Bye bye. Bon.